Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver aux 12h de ce 25 juillet. Voici les titres. Le moudjahid des membres de l'Assemblée populaire nationale, Mahmoud Gmama, décédé hier, il sera inhumé aujourd'hui à Tamanrasset en présence d'une délégation composée des hautes autorités civiles et militaires. L'Algérie perd un patriote et un militant engagé pour les causes de son peuple et de sa nation, a indiqué le président de la République. Algériens bloqués à l'étranger, 272 ressortissants en provenance de la Malaisie sont arrivés ce matin à l'aéroport de Constantine. Mohamed Boudief, retour dans ce journal sur l'arrivée hier des vols de Belgique et de France. Situation épidémiologique, 675 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 324 guérisons et 12 décès enregistrés lors du dernier bilan actualisé hier. La wilaya de Tlemcen décide la fermeture de 103 commerces suite à la hausse des contaminations. Et nous parlerons artisanat dans notre édition, un secteur lourdement touché par la pandémie de coronavirus. Zoom sur un espace dédié à l'exposition de la commercialisation des créations artisanales. Bonjour à tous. Le moudjahid des membres de l'Assemblée populaire nationale, Mahmoud Gmama, décédé hier, sera inhumé aujourd'hui à Tamanrasset en présence d'une délégation composée de haut niveau, composée du conseiller à la présidence de la République, des membres du staff gouvernemental, des officiers supérieurs de l'armée nationale populaire, ainsi que des notables de la région. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé hier un message de condoléances à la famille du défunt Mahmoud Gmama, dans lequel il a souligné que l'Algérie perd un patriote et un militant engagé pour les causes de son peuple et de sa nation. Toutes les expressions de condoléances ne suffiront pas pour rendre hommage au moudjahid et militant Mahmoud Gmama. Paix à son âme. Il nous quitte aujourd'hui au moment où l'Algérie a besoin de lui et de ses semblables nationalistes dévoués dans la seule loyauté est envers l'Algérie et sa défense, a ajouté le président de la République. Feu Mahmoud Gmama, moudjahid, notable de la wilaya de Tamanrasset, nationaliste intègre de la trempe des plus grands de notre pays, respecté et apprécié de son vivant, salué et regretté après sa disparition. Il a voué à sa vie à défendre l'intégrité territoriale et les intérêts du peuple. Je vous propose un retour sur le riche parcours du défunt avec Nessima Imloul. Hadj Mahmoud Gmama était le doyen des représentants parlementaires du Hogar et du Didi Kelt, un valeureux moudjahid et un grand patriote qui a consacré sa jeunesse à la libération de l'Algérie du joug colonial et sa vie entière à la préservation de l'unité nationale et au développement du pays. Il nous a quittés en rejoignant le royaume du repos éternel après avoir vaillamment lutté contre une maladie chronique. Hadj Mahmoud Gmama était parmi ses infidèles et défenseurs de l'intégrité territoriale. Mahmoud Gmama est mon cousin. Il s'est engagé dans les rangs du FLN à l'âge de 15 ans, qu'il n'a d'ailleurs jamais quitté. C'était un moudjahid, on était ensemble. C'était lui qui a planté le drapeau national ici dans la région. Le défunt est resté au service de son pays. Le défunt Gmama a été de cette trempe des grands militants et moudjahidines implacables, à l'image de l'aménokal Hadj Moussa, El Bey Akhamour ou encore Mohamed Djeraba, et fut un exemple de sagesse politique et une référence morale au sein de l'Assemblée populaire nationale. Homme de nature discrète, il n'hésitait pourtant pas à donner de la voix pour évoquer à l'Assemblée nationale ou dans les colonnes de la presse, entre autres, questions cruciales qui préoccupaient sa région. Et quand il prenait la parole, c'était pour d'abord et toujours défendre l'unité du pays avant d'exposer sur un ton calme et avec les accents de la pondération les problèmes de développement du Sud. On a perdu quelqu'un de pays, de Tamanrasset, مناضل في جبهة التحرير الوطني. C'est un député qui était 25 ans, député de Tamanrasset. Alors vraiment aujourd'hui on a perdu quelqu'un de notre pays où
notre doléance à tous ses fils et tout le monde de Tamanrasset et tous les gens qui habitent à Tamanrasset, on les envoie notre condoléances. C'est très... Paix éternelle à son âme de juste et de digne fils de sa patrie algérienne, une indivisible et reconnaissante au meilleur de ses enfants. Seul le dialogue interlibyen peut mener à une solution du conflit. Position de l'Algérie réitérée par le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum, qui était à Moscou cette semaine sur invitation de son homologue russe. À l'ordre du jour de cette visite, plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Abdelmajid Benqassi. Abordons en premier lieu sa visite à Moscou. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum a indiqué que la coopération bilatérale touche tous les domaines, affirmant la disponibilité de l'Algérie à élargir le partenariat en utilisant les mécanismes existants afin de le consolider et de le moderniser dans tous les domaines. À cette occasion, il a tenu à rappeler le récent entretien téléphonique entre le président de la République Abdelmajid Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine, lors duquel les deux parties ont affirmé leur volonté commune de hisser les relations bilatérales à un plus haut niveau. Au sujet de la question libyenne qui n'arrive toujours pas à trouver une solution à la crise que traverse le pays depuis 2011, l'Algérie et la Russie ont appelé à la cessation des hostilités en Libye, où les risques d'escalade militaire s'amplifient du fait des ingérences étrangères, exhortant les belligérants libyens à revenir à la table des négociations. Ni les chars ni les canons ne pouvaient être une solution à la crise libyenne, qui doit plutôt être réglée par le dialogue et le retour à la table des négociations, a déclaré Sabri Bourgadoum lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Sabri Bourgadoum s'est félicité du soutien de la Russie aux efforts des pays voisins pour résoudre la crise libyenne, rappelant l'initiative de l'Algérie qui a tenu des réunions avec les pays voisins directs, à savoir la Tunisie et l'Égypte, et ouvert un dialogue dès le début de l'année en cours avec les 6 pays voisins de la Libye. Évoquant la conférence de Berlin, il a souligné que ses conclusions convergeaient avec les efforts de l'Algérie pour une sortie de crise en Libye. L'Algérie a appuyé les conclusions de la conférence de Berlin, à laquelle avait pris part le président de la République. Dans le dossier malien, Sabri Bourgadoum a affirmé dans un entretien accordé à la chaîne Russia Today qu'il n'y avait pas d'alternative à l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger pour instaurer la sécurité et le développement socio-économique dans ce pays, souhaitant que toutes les clauses soient mises en œuvre par toutes les parties. L'Algérie, qui est en contact permanent avec toutes les parties concernées, préside encore des négociations pour la mise en œuvre de l'accord et en dépit de toutes les difficultés actuelles, nous sommes déterminés à poursuivre cette action, a-t-il déclaré. Enfin, et à une question sur le dossier de la réforme de la Ligue arabe, le chef de la diplomatie algérienne a mis l'accent sur la position de l'Algérie qui insiste sur cette question, déclarant « Nous revendiquons toujours cela et souhaitons qu'il fasse l'objet d'un consensus pour protéger la sécurité nationale arabe. » La réforme de la Ligue des États arabes est un vieux dossier qui a été évoqué depuis fort longtemps. La dernière en date remonte à 2005 lors du sommet d'Alger. S'agissant du retour de la Syrie à la Ligue arabe, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que la place de la Syrie réside au sein de la famille arabe et la position de l'Algérie à ce sujet est claire, ajoutant « Nous tenons au retour de tous les pays arabes, sachant que la politique de l'Algérie reconnaît les États. » Diplomatie toujours, et la représentation de l'Algérie à Bruxelles a saisi officiellement les autorités compétentes du Royaume de Belgique au sujet de l'arrestation et du décès du jeune Qadri Abdelrahman Rida, dit Akram, a affirmé hier l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Ammar Bellani. Le but est d'obtenir des informations exhaustives et détaillées sur les circonstances exactes des faits survenus le 19 juillet dernier à Anvers. Une saisine sur instruction des hautes autorités nationales, affirme l'ambassadeur, qui évoque des démarches entreprises aussitôt auprès du procureur du roi au niveau du parquet d'Anvers et de la juge d'instruction chargée de diligenter l'enquête judiciaire afin d'élucider et dissiper les zones d'ombre autour du décès de notre compatriote intervenu dans des conditions suspectes et troubles, précise Ammar Bellani.
Et la deuxième opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger se poursuit. Ce matin, 272 ressortissants en provenance de la Malaisie sont arrivés à l'aéroport de Constantine. Mohamed Boudzief, quand vous pouvez le voir sur ces images. Ils sont donc 272 ressortissants en provenance de Malaisie sont arrivés ce matin à l'aéroport de Constantine. Et hier, 2 vols sont arrivés en provenance de Belgique et de France. Récapitulatif de Mariam Damis. À l'étranger depuis plusieurs mois, ces ressortissants algériens sont arrivés hier soir à l'aéroport international de Houari Boumediene. Plus de 1000 personnes ont été rapatriées à bord de 4 avions en provenance de Francfort, Lyon et Bruxelles. Dieu merci, nous sommes rentrés chez nous, on nous a bien pris en charge. Nous sommes très heureux de rentrer au pays. Je remercie l'État pour tous ses efforts et je souhaite que ces opérations se poursuivent. En arrivant ici à l'aéroport, j'avais les larmes aux yeux. Nous sommes très contents de rentrer chez nous. Ces passagers devront passer leur quatorzaine dans différents hôtels des wilayas de Tipaza et de Boumerdes. Toutes les conditions ont été réunies pour une prise en charge optimale durant la période d'isolement obligatoire. Nous sommes prêts à accueillir nos ressortissants algériens. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour leur assurer une bonne prise en charge. Nous allons les accompagner pendant 15 jours. Si des cas Covid positifs sont identifiés, ils seront directement transférés vers l'hôpital d'Orléans. La deuxième phase de l'opération de rapatriement se poursuit. D'autres vols sont attendus dans les prochains jours. Covid-19, aujourd'hui, un don important de matériel médical a été fait par l'ambassadeur de la Turquie en faveur de l'Algérie. Un don composé, entre autres, de 25 appareils respiratoires, 2 appareils PCR et des réactifs, en plus de masques et autres matériels. Cette initiative permettra de renforcer les stocks de la pharmacie centrale, des hôpitaux et d'accompagner les efforts déployés par l'Algérie pour faire face à la pandémie de coronavirus. Et nouveau record des contaminations au Covid-19, 675 cas confirmés de coronavirus enregistrés lors du dernier bilan actualisé hier. Par ailleurs, 324 guérisons et 12 décès ont été recensés selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Jamal Fourar. On l'écoute. Aujourd'hui, vendredi 24 juillet 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 675 nouveaux cas, 324 patients guéris, 65 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec la notification de 675 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de 1,5 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant que 28 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 20 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 12 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients qui sont guéris, qui ont quitté les établissements hospitaliers, ils sont au nombre de 17 693, dont 324 ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 65 patients en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle, elle nécessite de la part de tous les citoyens de rester vigilants, de respecter à la lettre les mesures de prévention générale, essentiellement la distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection. Et également, n'oublions pas de protéger nos aînés, surtout ceux qui ont une maladie chronique. Et le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, tout en adressant ses vœux à tout le peuple algérien à l'occasion de Eid al-Adha, exhorte les citoyens au respect des mesures de prévention sanitaire, notamment la distanciation sociale et le port des masques en vue d'endiguer la propagation du coronavirus. Le ministère rappelle également aux fidèles la tradition du prophète, que le salut soit sur lui, d'observer le jeûne le jour de Arafat,
Ce dernier coïncide avec le 30 juillet. Eid al-Adha sera célébré le lendemain, vendredi 31 juillet. Suite à la hausse des contaminations au Covid-19 à Tlemcen, pas moins de 103 commerces sont fermés sur décision des autorités locales. Des locaux en infraction des mesures de prévention sanitaire. Le contrôle et la sensibilisation sont renforcés également dans la wilaya. Yanis Aït Belkacem. Des rues bondées, des commerçants qui ne respectent pas les consignes sanitaires, autant de signes de relâchement observés au sein d'une partie de la population de la wilaya de Tlemcen. Les autorités locales prennent les choses en main en intensifiant les campagnes de sensibilisation et en prenant des mesures contre les réfractaires. Le wali de Tlemcen prévoit le confinement de certains quartiers et la fermeture de certains commerces. Il s'agit de Darb el-Madras, el-Qaysariya et Sidi Hamed, ainsi que les monts de l'Elasti et ses alentours. Plus de 28 000 interventions ont eu lieu dans la wilaya de Tlemcen et nous avons ordonné la fermeture de 103 locaux pour non-respect des consignes préventives. Des mesures qui suscitent des réactions mitigées chez certains commerçants, peu convaincus de leur efficacité. Nous voulons tous nous protéger de ce virus. Je suis d'accord pour la fermeture de certains commerces, mais il ne faudrait pas qu'il y ait la politique de deux poids, deux mesures. La location nous revient très cher. Nous étions obligés de fermer pendant la fête de l'Aïd. Et là, à 10 jours de la fête du sacrifice, ils viennent fermer nos commerces. Pourquoi ? Des mesures drastiques devenues nécessaires, conséquence du non-respect des mesures sanitaires par les commerçants combinées à l'inconscience de certains citoyens. La saison estivale, période propice aux incendies de forêt, pas moins de 114 feux ont été enregistrés cette année dans la wilaya de Ouergla. Le facteur humain notamment est pointé du doigt, négligence et insouciance notamment durant l'élimination des résidus de palmiers et les mauvaises herbes. Raouf Hamouche. Classée parmi les premières wilayas productrices de dattes, Ouergla dispose d'une grande richesse phénicicole avec plus de 2,6 millions de palmiers dattiers sur une superficie de plus de 24 hectares. Cette richesse est aujourd'hui menacée. Pas moins de 1500 palmiers ont été ravagés par le feu cette année, dû aux fortes chaleurs qui frappent la région, mais aussi à la négligence de certains agriculteurs. Plus de 1400 palmiers ont été détruits par le feu l'année dernière avec les fortes chaleurs qui ont touché la région. Nous avons mené une campagne de sensibilisation contre les feux de forêt en collaboration avec la protection civile et la direction générale des forêts afin de sauvegarder cette richesse. Une richesse qui influe directement sur l'économie nationale. Une étude a été réalisée par le personnel de la protection civile et de la direction générale des forêts pour évaluer les facteurs des incendies. Outre les causes naturelles, le constat est sans appel. L'inconscience des agriculteurs est l'un des facteurs principaux directs de ces phénomènes. Il y a des personnes qui jettent leurs mégots, ce qui cause ces incendies. Il y a plusieurs facteurs, par exemple, quand un agriculteur procède au brûlage des chaumes, cela peut directement causer un incendie et ainsi brûler le palmier. La prudence reste donc toujours de rigueur pour faire face aux risques persistants de ces feux ravageurs. Les populations sont appelées à faire preuve de vigilance, également en alertant immédiatement les services concernés en cas de déclenchement d'un incendie. C'est à Jendel, dans la wilaya de Ain Defla, qu'une nouvelle usine de chips de pommes de terre a vu le jour. La transformation se fait juste après la récolte, la matière première étant disponible sur place. Reportage de Siam Kenouch. Ain Defla, premier producteur national de pommes de terre. Plusieurs variétés y sont cultivées. L'excédent de production est destiné à la transformation. La wilaya vient de se doter d'une nouvelle usine équipée d'un matériel adéquat à la fabrication des chips de pommes de terre prisés par les grands et les petits. La transformation de la variété royale demande un grand savoir-faire. En général, ça nécessite des professionnels. Pour ma part, ça fait 46 ans que j'y suis. La matière première provient des champs alentours. Elle est nettoyée, pelée, triée et coupée en fines lamelles.
Après la friture, les chips de pommes de terre sont égouttés et séchés et enfin mis en paquet, prêtes à être consommées. C'est une nouvelle usine, elle est dotée d'un système efficace contre les incendies et aussi d'un système d'aération adéquat à notre activité. L'hygiène dans cette usine est de rigueur, toutes les mesures de sécurité sont prises. Toutes les mesures de protection sont mises à disposition, surtout en cette période de crise sanitaire, afin de protéger nos employés et consommateurs. La transformation de la pomme de terre boostera la filière. Les résultats de ce projet ne pourront être que positifs sur le plan économique. À Oran, la première unité de production de compost est implantée près du marché de gros de fruits et légumes. Auparavant importé, la fabrication locale de cet engrais bio participera dans la réduction de la facture d'importation, espère Bedia Amarni. Une unité de fabrication de compost a été installée près du marché de Gros d'Oran. Cet engrais naturel est fabriqué par le recyclage des fruits et légumes récupérés principalement auprès des mandataires. Cette unité permettra non seulement de réduire les importations, mais aussi de préserver l'environnement. Nous avons pensé à mettre en place cette unité à côté du marché de Gros pour répondre aux soucis de rationalisation des dépenses. Dans un passé récent, nous jetions plus de 12 tonnes de déchets provenant des fruits et légumes et nous dépensions de l'argent pour ça. Maintenant, nous exploitons ces déchets organiques pour faire du compost. 10 tonnes de déchets des fruits et légumes est la moyenne quotidienne transformée ici dans cette unité. Le processus de fabrication est naturel du début jusqu'à la mise sous emballage. Cet engrais naturel est bio à 100% car il est très riche en nutriments nécessaires à la terre. Avant, nous importions ce genre de produit. Aujourd'hui, nous sommes fiers de le fabriquer dans cette unité, la première sur le territoire national. Cette expérience est la première en Algérie. Elle prépare un éventuel passage au stade de production industrielle de compost écologique issu de déchets organiques. Elle est intéressante à plus d'un titre. D'abord, elle permet de préserver l'environnement, ensuite de développer l'économie nationale hors hydrocarbures. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et dans la dynamique des efforts intenses visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans le pays. Des gardes frontières ont saisi le 24 juillet à Mourel, près des frontières à Béchar, une grande quantité de kif traités s'élevant à 5 quintaux et 6 kg. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 4 narcotrafiquants et saisi 8 kg de kif traités et plus de 3200 comprimés psychotropes lors de 2 opérations distinctes menées à Constantine et Betna. Tandis que 3 contrebandiers ont été appréhendés en possession de 45 quintaux de tabac et de plus de 2600 paquets de cigarettes à El Oued. À Tamanrasset, un détachement de l'ANP a intercepté 12 individus et saisi 4 groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs servant dans des opérations d'orpaillage illicites alors que des détachements combinés de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de plus de 4600 litres de carburant à Soukahras, Tébessa et à Tarf. Par ailleurs, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentative d'émigration clandestine de 218 individus à bord d'embarcations de confection artisanale à Chlef, Oran, Mostaganem et Ain Timouchent, tandis que 44 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Bourj Badi Mokhtar. Fin du communiqué. Et à l'étranger, le représentant du Front Polisario aux Nations Unies a dénoncé hier le recours constant du Maroc au chantage dans la mise en œuvre des résolutions onusiennes sur la question sahraoui. Sidi Mohamed Omar soutient que la seule voie recherchée par Rabat est l'irrésolution identifiée ou la irrésolution indéfinie du conflit au Sahara occidental. Le rôle de la France pointé du doigt par Sidi Omar qui soutient
qui a soutenu le régime, la France a soutenu le régime marocain diplomatiquement et militairement depuis le début de son occupation illégale du Sahara occidental le 31 octobre 1975, précise-t-il, un soutien qui aurait permis au régime marocain de se lancer dans ses aventures expansionnistes dans la région tout en ayant une attitude arrogante et récalcitrante vis-à-vis du processus de paix de l'ONU au Sahara occidental. Le diplomate a rappelé que le Front Polisario compte reconsidérer son engagement dans le processus de paix dans son ensemble suite à l'opération par le Conseil de sécurité de sa résolution du 30 octobre 2019. Le peuple sahraoui, sous la direction du Front Polisario, est maintenant déterminé plus que jamais à poursuivre sa lutte de libération par tous les moyens légitimes jusqu'à la réalisation de ses droits légitimes et inaliénables à l'autodétermination, à l'indépendance et à la consolidation de la souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République arabe sahraoui et démocratique, termine le diplomate. Coronavirus, les États-Unis restent le pays le plus touché au monde par la pandémie Covid-19 avec 1000 morts en une journée et plus de 4 millions de contaminations jusqu'à aujourd'hui. Le Brésil, lui, emboîte le pas. Le pays compte 2,3 millions de cas d'infection. Et enfin, l'Inde suit avec 1 340 000 cas positifs enregistrés. Sachez que la course pour arriver à un vaccin contre la maladie est engagée depuis des mois. Les autorités sanitaires russes viennent d'approuver officiellement le début d'essais cliniques d'un deuxième vaccin. Retour dans le pays, l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de coronavirus, l'artisanat, un secteur qui peinait déjà à se développer et c'est ainsi que l'idée d'un espace permanent d'exposition et de commercialisation dédié à l'artisanat a vu le jour. Reportage de Siham Kenouch. Tissage, poterie, vannerie ou peinture, dans cette galerie d'art, on valorise les atouts de tout artisan. Chaque objet est une création à part entière. Il reflète une culture et un style de vie. J'aime l'art, j'aime l'artisanat, j'aime mon pays aussi. Je voulais faire la promotion de nos objets d'art. Et voilà, le jour de l'ouverture, il y a eu un monde fou. Il y a eu des artisans qui nous ont approchés ce jour-là pour travailler aussi avec nous. Et depuis, on travaille en collaboration ensemble sur de nouveaux produits, de nouveaux objets, de nouvelles couleurs, de nouvelles matières, de nouveaux supports. L'espace est dédié à l'expo-vente. L'artisan expose son travail, mais aussi il peut rentrer en contact avec d'autres artisans, histoire d'échanger leur savoir-faire et leur expérience. Il y a 3 personnes qui ont participé pour la mise en œuvre de ce produit. Il y a nous, avec notre imagination. Il y a la personne qui a fait le symbole berbère qui se trouve à Timimoun. Et il y a l'artiste peintre qui a mis en œuvre le produit. Les artisans viennent de partout, de chez nous, avec des fils qui s'entrelacent subtilement et des symboles qui racontent un savoir-faire ancestral. L'initiative est louable, elle encourage l'art de l'artisanat qui, lui, ouvre grand les portes à la culture, à l'économie et au tourisme. Dans quelques instants, vous pourrez suivre un reportage sur la station balnéaire de Jtaïbi à l'est de Annaba. Quoique féerique, elle ne dispose pas encore d'infrastructures adéquates pour accueillir ces nombreux visiteurs. Une station où le tourisme vert reste le principal atout. Je vous propose de suivre ce reportage dans le 12+. Il est signé Rahim Abdelaziz. Avec ceci, nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.